Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. C'est un moment important pour nous puisque c'est l'occasion de vous présenter le nouveau numéro de la revue Mermoz avec un sujet qui se prête tout à fait à ces 25e rencontres économiques. L'économie est-elle encore utile? Vaste question. Pour tenter d'y répondre, on a réuni 5 des contributeurs de ce numéro. Je vais le faire par ordre alphabétique pour ne froisser personne. Laurence Boone, bonjour. Vous êtes membre du Cercle des économistes et directrice générale de Santander en France. Pierre Doquès, bonjour. Vous êtes membre émérite du Cercle des économistes et professeur émérite à l'Université Lyon 2. Et c'est mérité. Pierre-Henri de Menton, bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Challenge. Patrick Pouyanné, bonjour. Vous êtes président-directeur général de Total Energy. Et Robert Zarader, bonjour. Vous êtes président de Bonafide, qui héberge notamment l'Institut Bonafide, ce qui fait une transition toute trouvée vers la première partie de cette conversation, l'étude que vous avez réalisée pour la revue Mermoz sur les Français et l'économie. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner les grands enseignements, comment les Français perçoivent l'économie? Oui, je vais vraiment faire très, très rapidement le premier point. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur d'économie, outre Jean-Hervé Lorenzi, Jean-Marie Chevalier, hélas, est disparu. Et quand quand j'étais en première année avec lui, il commençait toujours à dire l'économie, il prenait une citation de Lionel Robbins, c'est l'art de faire sortir le lapin du chapeau où on l'avait préalablement placé. Donc je suis parti de cette idée de référence. Et en fait, si on regarde un peu l'étude telle qu'elle est, on voit d'abord une première chose. Quand on interroge les Français sur leur perception de la situation économique française et des difficultés qu'elle rencontre, elle ne les impute pas du tout finalement au monde économique, ni aux économistes, ni aux chefs d'entreprise. Elle considère que c'est le résultat de mauvaises décisions politiques. Et ce qui est intéressant aussi, de mauvaises positions politiques et propositions politiques, indépendamment du contexte international. Donc il n'y a pas une vision finalement d'interaction sur le contexte international. Et donc c'est 80% de l'opinion sur ce sujet qui se rejoint. Le deuxième point, c'est quand on demande finalement qui vous avez confiance pour comprendre aujourd'hui les situations économiques. Le podium, c'est les historiens. Après, le deuxième, il y a un biais de contexte. C'est le poids pour le coup, de la géopolitique. Et donc, tout ce qui touche finalement à l'économie internationale, à la politique internationale. Et en troisième plan, les économistes. Et en fait, le dernier de ce classement où on trouve aussi la presse, etc., c'est les hommes politiques. Donc, on voit que par rapport à tout ce qu'on a pu échanger durant ces quelques jours, ce poids de la déconnexion des politiques est important. Et puis, dernier point qui est intéressant, quand on leur demande finalement, vous avez le sentiment de partager quel type de progrès. Et là, le progrès économique arrive quasiment en dernier. Et vraiment, c'est là pour le coup une forme de décrochage par rapport au progrès technologique, au progrès médical qui arrive largement devant. Et ce qu'on peut dire aussi, puisque c'est aussi le sujet global de ces rencontres, c'est que face aux défis, on a le sentiment quand même que le rapport à l'économie des Français, d'abord, est beaucoup plus mature qu'on pense, donc avec une capacité, je crois, à mieux comprendre ce qui se passe au niveau économique. Et hélas, ça conforte la déconnexion de la politique et de la politique économique vis-à-vis des attentes des Français. Et en deux mots, ce qu'on peut considérer, c'est que là, il y a vraiment aussi un défi d'opinion à relever dans la capacité, notamment pour le coup la capacité des politiques, à pouvoir faire en sorte que les citoyens partagent quelques options prises politiquement et qu'ils les comprennent. Donc voilà, je vous ai donné les points principaux très, très rapidement et l'étude est développée dans le numéro de Mermoz. Voilà. Merci beaucoup, Robert Zarader. Alors, Patrick Pouyanné, je vais vous demander, vous, en tant que chef d'entreprise, de réagir sur le premier chiffre que Robert a donné. 80% des Français estiment qu'ils sont mal formés en économie. Quel regard le chef d'entreprise que vous êtes porte sur ce chiffre qui est quand même assez éloquent? Bah, c'est vrai, non? Je sais pas, où on fait de l'économie dans nos études en France? Il y a quelques sections au lycée où il y a un peu d'économie.
c'est pas les sections phares où passent les élites du système, soit en maths, soit en lettres d'ailleurs. Et quand on fait des études d'ingénieur que j'ai pu faire, on a 20 heures d'économie qui se baladent en deuxième année ou troisième année au milieu du système, quoi. Et c'est plutôt d'ailleurs de la macroéconomie. On fait un peu de microéconomie. Moi, j'ai pas eu j'ai pas eu Jean-Hervé, j'ai eu Thierry de Montbrial comme prof de macroéconomie et de microéconomie. Je pense que c'est vrai. On n'est pas très. Et l'économie, c'est quoi? En fait, c'est la vraie économie. C'est pas de la macro. D'ailleurs, c'est plutôt des. Donc, je pense qu'il y a un déficit pour moi. Et quand j'étais étudiant, les trucs d'économie que je lisais, c'était Le Monde diplomatique qui a une vision de l'économie un peu biaisée, quoi. C'est pas vraiment l'économie capitaliste d'entreprise, quoi. Et en fait, dans les entreprises, c'est les gens qu'on reçoit, et puis après, on leur apprend. On leur apprend à nos ingénieurs. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas un exercice aussi simple, parce qu'ils sont confrontés très vite. Mais la sphère étatique, moi j'ai travaillé dans l'État dans ma carrière, je n'ai pas fait de calcul économique tant que je ne suis pas rentré chez Elf à l'époque. Hein. À l'État, je gérais des dépenses, des budgets de dépenses, avec presque un algorithme politique amusant qui était que finalement mon ministre faisait critiquer si le budget baissait. Alors moi je trouve ça plutôt bien, baisser un budget, mais pas lui. Donc, et je me suis mis à faire pour la première fois des calculs économiques quand je suis rentré. Alors c'était le choc. Pour le coup, au bout de 15 jours, je suis rentré chez Elf et là, on commençait à calculer des TRI, des machins et regarder enfin, comment on apprécie un projet. Donc dans d'autres systèmes, ça ne me paraît pas. Enfin, la réponse, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Et donc, et c'est une vraie différence, je pense d'ailleurs, avec un monde anglo-saxon, où là, on voit dans leurs études, très vite, dans des collèges américains, vous avez très vite une confrontation. Alors, ils appellent ça business, ça ne veut pas ça économie, mais vous avez une espèce de confrontation au monde économique. Donc, je pense que c'est une différence. Après, on a d'autres atouts, hein, faut pas... on a d'autres atouts. Bon, voilà. Mais je pense que c'est un sujet où il faudrait qu'on progresse, sans doute. Alors, je sais d'ailleurs qu'il y a un journal d'ailleurs qui a été lancé par Bernard Arnault qui s'appelle L'Écho. Il avait lancé l'Écho, là c'est un truc que j'ai d'ailleurs filé à mes enfants. Bon, j'ai pas eu un grand succès, genre vous devriez lire ce truc-là, parce que j'en recevais un exemplaire régulièrement. Il m'a dit, il faut leur apprendre, il a essayé de trouver un trou. Il dit finalement dans les médias français, on a des gens comme Challenge, mais ils font de l'économie spectacle. Ils font pas de non, je suis en rigolant, mais ils sont dans la vie de l'entreprise. On n'est pas dans le même sujet. Mais on a peu finalement de vecteurs qui essayent de propager des idées assez simples pour éduquer les gens. Voilà. Donc on peut s'améliorer sans doute. Ouais. Et il faut qu'on arrête de penser que l'économie c'est les dépenses, quoi. Et notre pays est assez bon là-dessus. Nous, on augmente les dépenses, on augmente les taxes, on augmente les dépenses, mais on ne regarde jamais quelle est la rentabilité des trucs. Et ça serait. Une petite piste comme ça que vous. Voilà. Ah, je pense qu'on pourrait le faire. Mais c'est pas si simple que ça. Hein, parce que même dans une entreprise comme la nôtre, moi j'ai réuni l'année dernière 300 ingénieurs. Et quand ils font de la technique et compagnie, pour leur ramener des éléments d'économie, c'est des domaines qui sont connexes mais qui sont fondamentaux. Effectivement, pour une entreprise, c'est juste essentiel. Alors, si on prolonge, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on se rend compte aussi qu'il y a une inégalité assez forte qui transparaît dans ces compétences en économie, c'est que le niveau de compétences est divisé par 2 selon la catégorie sociale et le niveau de diplôme. Est-ce que là, une question pour vous, Laurence Boone, qui est économiste, quel regard vous portez-vous sur ce qui pourrait être perçu presque comme une des premières inégalités, la compréhension du monde économique et la possibilité de naviguer, d'avoir les clés pour naviguer à l'intérieur? Merci. Merci beaucoup d'abord et d'être ici sous cette chaleur de bête. Vous êtes tous très courageux. Je vais prolonger ce que disait un peu Patrick. On a un système en France où l'économie n'est pas mis comme une des matières qui va permettre d'avoir du succès professionnel et de faire une carrière, notamment dans l'entreprise. Moi, quand j'ai fait un PhD d'économie, alors pour répondre à ce qu'il disait effectivement à Londres, mon père m'a dit « mais à quoi ça sert dans l'industrie ce que tu fais ?» Donc la première chose, c'est que l'économie est effectivement un parent pauvre de notre système éducatif, puisque beaucoup de personnes vont faire ça quand elles ne font pas autre chose. Or, c'est une matière en soi qui est super importante, ce qui veut dire qu'on apprend l'économie en faisant soit des études après à côté, et on a beaucoup de Français qui sont des très bons économistes, et il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis aussi, malheureusement. Mais la chose que je veux dire, c'est que du coup, les gens vont compenser à côté en lisant des livres d'économie, en se confrontant ici à Aix à des personnes et en apprenant en fait en plus, ou alors ils décident de faire ces études.
La deuxième chose, c'est que ça vient aussi un peu de la façon dont parfois les économistes présentent l'économie. Parce que l'économie, il y a l'économie financière dont parlait Patrick, avec des calculs mathématiques. Il faut comprendre des mécanismes, parce que l'économie, c'est des personnes et c'est des entreprises. Donc elles vont réagir aux incitations, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient de dépenses, ou qu'elles soient réglementaires, et elles vont s'adapter. Donc il faut arriver à comprendre ces mécanismes d'adaptation. Et pour ça, en fait, les économistes font des modèles. Et donc, ils posent des hypothèses et ils disent, voilà, dans le cadre de ces hypothèses, comment les choses peuvent évoluer. Et là où peut-être les économistes peuvent s'améliorer, c'est qu'ils ne sont pas toujours transparents sur leurs hypothèses. Ils ne sont pas non plus toujours transparents sur leurs données. Or, il faut regarder des données, parce qu'on ne peut pas raconter des choses qui ne reflètent pas les données. Et là, troisième point, c'est en fait, on entend assez peu souvent des présentations économiques qui vont présenter, puisqu'il y a souvent des arbitrages à faire. Si on fait des incitations à investir dans l'industrie de défense, en fait, ça va avoir des conséquences aussi sur l'industrie énergétique, mais ça peut en avoir, je vais reprendre le cas des voitures électriques, on voit bien que les incitations pour aller vers les voitures électriques ont abouti, la façon dont elles ont été faites, à parfois des problèmes pour les fabricants d'automobiles français. Et pour que les gens puissent comprendre les arbitrages, il faut qu'on leur explique les hypothèses, les données, et qu'on les mette devant les choix à faire. Et le choix, après, il est politique, par des gens qui sont démocratiquement élus, mais il faut pour ça qu'ils aient les clés pour le comprendre, et surtout, il faut que la population ait aussi les clés pour le comprendre. Merci beaucoup. Vous avez parlé des économistes. On en vient à ces économistes qui sont, dans l'enquête qu'on a réalisée, le troisième acteur auquel les Français font le plus confiance, derrière les historiens qui sont assez loin devant les autres, les experts en géopolitique, et à l'inverse, plutôt en bas de tableau, on retrouve les politiques et les médias. Est-ce qu'il ne faut pas voir une recherche des Français du temps long par rapport à l'immédiateté dans laquelle on baigne? Pierre Decaisse, vous êtes spécialiste en histoire économique, donc cette question est pour vous. Oui, alors histoire économique ou économie historique, alors j'ai les deux en même temps, donc je peux voir pourquoi, enfin imaginer pourquoi les gens s'intéressent à l'histoire, pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs. Je pense fondamentalement qu'ils estiment que l'histoire est une véritable science. Et là, ils se trompent d'ailleurs lourdement, parce qu'elle présente les mêmes difficultés que d'autres disciplines. Mais surtout, dans un monde extrêmement changeant et menaçant, qui fait peur à tout le monde, et avec une population qui ressent que les temps incertains viennent, il se raccroche à quelque chose qui apparaît comme solide, qui est effectivement le temps long de l'histoire. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. La méfiance par rapport aux économistes, c'est aussi une forme de méfiance par rapport aux élites. Ils ont l'impression que les économistes font partie des élites qui disent des choses qui sont destinées à bénéficier à leur groupe social. Et ils se méfient fondamentalement de ce genre de choses. Et cette discipline, elle est marquée par cela. Donc cette méfiance existe. Et particulièrement en France. Et alors là, c'est enraciné sur la très longue période. On peut dire que la Grande-Bretagne a des élites économiques, des journaux économiques, depuis des décennies, des siècles même, alors que la France n'a pas connu ça. Il suffit de regarder encore aujourd'hui la qualité des journaux économiques britanniques par rapport aux journaux économiques français, sans vouloir faire la moindre critique. Alors je pense que l'économie historique bénéficie d'un avantage considérable ou d'un avantage comparatif. On se dit, ce sont des économistes qui sont enracinés dans l'histoire et qui donc vont pouvoir à la fois prendre une certaine distance par rapport aux élites actuelles et qui vont en même temps comprendre le monde tel qu'il est. Bon, dans la mesure où ceci est vrai ou faux. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, je suis d'accord sur le fait que l'enseignement de l'économie a manqué un petit peu de faire de l'analyse microéconomique précise avec des études de cas, de véritables problèmes précis. Maintenant, il ne faut pas abandonner la macroéconomie, parce que quand on parle de cette culture économique générale qu'ont les Britanniques,
il s'agit fondamentalement d'une compréhension des mécanismes fondamentaux de l'économie. C'est bien de la macroéconomie et ça fait défaut aux Français. On le voit politiquement. Je crois que Laurence voulait répondre très rapidement à un des arguments de Pierre Decaisse. Merci. Juste deux choses. La première, c'est tant qu'on ne revalorisera pas la matière économique, qu'elle soit micro ou macro, on aura toujours ce débat. Mais il y a eu des modes. Donc il y a eu une mode macroéconomique dans les années 80, il y a eu une mode microéconomique dans les années 90, puis il y a eu une mode financière. Donc l'économie est aussi sujet à des phénomènes de mode avec des focus dans le temps qui fait qu'on n'a pas forcément une vision d'ensemble. Et la deuxième, je vais être un peu en désaccord avec cette idée que les économistes, c'est de l'élite, parce que les économistes, traditionnellement en France, ils sont plutôt du bord politique, plutôt à gauche, que plutôt libéral. D'ailleurs, pour vous faire rire, moi, quand j'étais une jeune économiste, on me disait tu devrais plutôt être libéral, parce qu'à gauche, ils sont déjà beaucoup trop nombreux. Non, mais je rebondis pendant une seconde. Je n'ai pas dit que c'était l'élite ou que c'était la façon dont c'est perçu, ce qui est quand même fondamentalement différent. Et l'impression, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes de gauche, mais c'était plutôt le temps passé. Aujourd'hui, si on veut politiser, si on voulait faire une analyse statistique des opinions des économistes, ce qui est très difficile, on verrait qu'on n'est plus du tout sur les positions anciennes. Dernière question pour vous, Pierre-Henri de Menton. On a parlé de formation en économie. Comment les médias peuvent contribuer à éduquer les Français à l'économie, ce qui n'est pas chose aisée, puisqu'on voit qu'ils figurent parmi les acteurs auxquels les Français font moins confiance. Alors moi, je voudrais juste être un petit peu plus positif. On a quand même 2 prix Nobel d'économie. On a les économistes sans doute les plus brillants du monde. Ils sont sur les campus américains. Et les Français sont beaucoup moins nuls en économie qu'on ne le dit. Ça, c'est quelque chose que disent certains politiques, justement, pour mieux se défausser et dire on n'arrivera pas à faire telle mesure parce que les gens ne comprendraient pas. Donc on a tendance un petit peu à prendre les gens, comment dirais-je, pour rester poli, un peu moins éduqués économiquement qu'ils ne le sont. Nous, on a plus de 200 000 exemplaires qu'on diffuse toutes les semaines. Le journal marche très bien, le site internet marche très bien. C'est la passion de notre actionnaire Claude Perdriel d'enseigner l'économie. Juste rendre hommage à Denis Kessler, qui est le fondateur de Pour l'Écho. Il y a un autre journal qui n'est pas tout à fait de notre bord, qui s'appelle Alternative économique. Les choses changent. Pour la première fois, il y a eu une chronique de Patrick Artus, membre du Cercle, dans Challenge, qui était dans un sujet du bac. C'était la première fois que je crois qu'il y avait un texte qui ne venait pas de Alternative économique. Donc les choses progressent. On n'est pas non plus dans une espèce d'obscurantisme absolu. Sur les économistes, moi je pense qu'il y a au contraire un respect que les économistes sont devenus des... Quelqu'un comme Thomas Piketty l'est. Il a vendu au défi quelqu'un de me dire qu'il a vraiment lu de la première à la dernière page Le Capital au XXIe siècle. Il en a vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Bravo monsieur. Jean-Marc Daniel, d'un autre bord, remplit un théâtre à Paris toutes les semaines en parlant d'économie libérale. On observe effectivement, on a des stars dans la géopolitique aussi, et il y a une sorte de lien direct qui s'est établi entre l'opinion publique et les experts, moi je pense. Ça a été le cas pendant le Covid, on avait des tas de gens qui sont apparus. Voilà. Quand il y a l'élection du pape, on a des tas de vaticanistes qui arrivent, ça nous passionne. Et les gens, ils sont quand même très intéressés par les débats économiques, heureusement pour nous. Voilà. Après, on observe des phénomènes dans la communauté des économistes que nous, on a pas mal étudié dans le livre qu'on a sorti, qui s'appelle Tout et son contraire. On a un peu des délires dans la communauté académique. On a vu pendant le Covid des théories qui sont sorties, par exemple sur la théorie moderne monétaire, en disant, bon, allons-y à fond, la planche à billets. De toute façon, les États n'ont pas remboursé leurs dettes. C'est devenu très puissant, par exemple, dans la gauche américaine, ce qui explique peut-être son destin politique. Donc voilà, ça bouillonne, il y a beaucoup de choses. Et la science économique a beaucoup évolué. Je pense qu'elle est beaucoup moins, elle s'était enfermée dans la mathématique pendant assez longtemps, dans la modélisation. Elle est devenue une science humaine, ce qu'elle a toujours été, ouverte sur la sociologie, la philosophie, l'histoire.